Et justement, je vous ai trouvé quelques news au sujet de la partie fiscalité. Je suis tombé sur ce graphique-là qui a été fait, par une personne. Je trouvais que c'était plutôt assez bien fait. On voit d'un point de vue couleur un peu les différentes évolutions. Si on prenait le même graphique qui avait été fait il y a ne serait-ce que 5 ans, sans même parler d'il y a longtemps. La partie Asie, moi, c'est une partie que je suis énormément. Elle était quasiment en full rouge. Quasiment tous les pays d'Asie, il y a 5 ans, soit ils n'avaient pas légiféré, soit c'était dans des zones grises, soit globalement c'était pas officiellement banni, mais très, très compliqué. Bon, la Chine, ils bannissent, ils acceptent, ils bannissent, ils acceptent. Eux, ça a toujours été un peu compliqué et pareil dans les pays du Maghreb, c'était pareil full bloqué, c'était très mal vu et j'ai l'impression que c'est en train de s'ouvrir légèrement. Là où en Europe, on lead encore le truc et surtout la France, on est les champions sur ça, c'est la partie imposition. Les seuls qui nous battent, et je sais que beaucoup de personnes ont du mal à le croire, les seuls qui nous battent sur cette partie imposition, c'est les pays d'Europe du Nord, qui pour le Ils coup sont ont très un taux très bons d'imposition là-dedans, qui pour le coup. ils ont un taux d'imposition, pas en cumulé, mais sur l'aspect, investissement crypto qui nous dépasse. Vous voyez la Finlande, 33-34. Pour moi, c'est le Danemark qui détient la palme au monde, où ils sont entre 37 et 52. Donc là, La ça vous Norvège coûte aussi, plus ils d'un sont pas double. mal en imposition. En Norvège, ils sont très forts aussi. Oui, oui, bah, tous les pays d'Europe du Nord mais globalement, tu as Norvège 22, Suède, 30. L'Estonie, c'est 20. Effectivement. Ouh là, pardon. C'est 20. Après, eux, ils ont des coques fiscales un peu particulières aussi. Lituanie, 15, République tchèque, 20. Donc on se plaint en France, mais les 30, il faut pas croire qu'ils sortent de nulle part. C'est juste que sur la finance tradi, quand vous allez vendre des actions sans coque fiscale particulière, vous êtes sur la flat tax et c'est juste ils ont appliqué la même chose. Ils ont pas cherché à comprendre, à réfléchir, c'est tout. Après là, il y a des pays en vert, par exemple, l'Allemagne, c'est sur des durées de détention. C'est pareil, c'est pas du 0, c'est 0 après 1 an de détention. Si je dis pas de bêtises, je suis pas, expert fisciste allemand et après vous avez toujours les petits pays ou les enclaves, à Gibraltar, qui est une enclave anglaise en Espagne, où vous avez des possibilités de réglementation qui sont assez faibles. Pareil, le Portugal a eu un moment voulu légiférer dans un autre sens, mais ils sont vite revenus dessus parce qu'ils se sont aperçus que c'était une manne financière qui était assez intéressante. Et puis ils se sont fait retoquer par l'Europe aussi. Hein. Exactement. Après, c'est pareil, je vois là, la Thaïlande, c'est 0 mais c'est pas un vrai 0. Là, il y a eu une exemption pour 3 ans. Après, la question, c'est au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va repasser sur une imposition ou est-ce qu'on va rester à 0? Mais il y a plein de pays. Après, c'est pareil, est-ce que les banques de ces pays en question, heu, elles acceptent aussi la crypto? Est-ce que la crypto est bien vue? Vous allez au Luxembourg, vous parlez de crypto, globalement, il y a pas trop de problèmes. Vous allez en Estonie, vous parlez de crypto, ça passe bien. Vous allez en Indonésie, c'est des sujets qui sont encore, un peu tabous. Les banques, ils aiment pas bien, en fait, hein, sur ce genre de truc. Donc, il y a aussi ça. Il y a la partie investissement, il y a la partie réglementation, il y a la partie système bancaire qui va derrière et aujourd'hui, se dire: «OK, je pars à l'étranger», pas pour juste retirer, ça marche pas. Si vous partez à Dubaï, parce que je sais qu'il y en a plein qui font ça, il y a des distributeurs, des ATM BTC et qui pensent aller à Dubaï, vendre leur BTC, récupérer du cash et revenir en France, comme ça, ni vu ni connu. Ça marche pas. D'une, vous êtes résident fiscal français, donc vous allez être fiscalisé à la même hauteur que n'importe quelle autre personne en France. De deux, si vous passez plus de 10 000 dans l'avion, c'est à déclarer et par expérience, quand vous êtes dans des pays où vous avez des monnaies de singe, je prends l'exemple de l'Indonésie où vous avez des billets à plus savoir quoi en foutre parce que, la conversion, c'est du 1 pour 17 000 à peu près. La dernière fois que j'y suis allé, c'était à peu près dans ces eaux-là. Vous changez 500 balles, vous retrouvez des billets dans tous les sens, hein et vous vous rendez pas compte, mais, j'ai une photo encore en Argentine. J'avais changé 1 000 €, ça faisait 1 million de pesos. 1 million de pesos, vous prenez une table qui fait 1,50 m de long, globalement, sur, 50 centimètres de large, vous remplissez ça de hauteur de billets de 500, hein. Voilà, là, on parle pas de coupures de 5 pesos, hein. Donc il y a aussi cette problématique-là. Donc ne vous dites pas: «Je les mets dans ma poche et ça passe comme ça». Il y a les déclarations, il y a des choses à faire. Après, dans les éléments aussi qui sont intéressants à regarder, c'est justement tout à l'heure, j'ai vu passer, l'histoire de Dac 8.
je prendrai la question, on en parlera juste après, c'est que les réglementations commencent à se mettre en place. Il y a la partie fiscalité, mais il y a la partie aussi intégration au sein du système. Le CARF là que vous voyez, c'est tout simplement un ce qu'on appelle un framework, c'est une boîte à outils pour la réglementation. Aujourd'hui, quand on parle de finances traditionnelles, la réglementation, elle est, quasi mondiale. C'est pas ça chacun dans son coin. Vous avez des normes internationales à respecter. Si vous voulez pas être banni des différents systèmes de paiement et différents réseaux de paiement, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Et si vous voulez pas avoir des embargos aussi, sur votre pays, vous êtes obligé de respecter les normes internationales. Globalement, c'est l'idée. Donc là, c'est un framework, se dire: «OK, c'est un framework qui est lié aux cryptos». C'est le Crypto Asset Reporting Framework. Pour que dans le monde, ils se mettent à peu près d'accord et qu'on ait les mêmes règles entre, par exemple, les US et l'Europe et le Japon. C'est les 3 grands pôles, mondiaux. Et en Europe, on est toujours les précurseurs. On adore la réglementation, on adore se tirer sur la nouille à écrire des papiers. Donc avec Mika, là, on a fait carton plein. Avec Dac8, on en a encore remis une couche. Le concept, c'est OK, les structures en Europe qui doivent intervenir sont censées être sanes. C'est une réglementation qu'on leur a fournie, qui est censée protéger les investisseurs. Bon, j'émets de très, 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 très forts doutes sur, la réelle protection des utilisateurs sur ces plateformes-là. C'était un peu comme les plateformes qui étaient aux US en disant: «C'est réglementé à New York» et vous avez vu l'état de FTX. Mais globalement, toutes ces réglementations, elles ont vocation à apporter de l'automatisation et surtout une traçabilité beaucoup plus importante. Vous avez montré dans le rapport d'Acuit, Chainalysis, qui est une boîte qui fait de l'analyse sur la blockchain, a identifié, ne serait-ce que pour la France, c'était sur 2021, normalement 4 milliards de plus-value et en déclaré, il y en avait 10 fois moins. Il y avait 400 millions qui étaient déclarés sur 4 milliards de plus-value. Donc les mecs, ils ont dit: il y a de l'argent à récupérer. Comment est-ce qu'on peut récupérer de l'argent sachant qu'on n'a pas assez de personnel pour traiter ça et qu'on n'a pas forcément toutes les compétences? Eh ben, on va automatiser. On va automatiser et donc c'est ce qu'ils ont fait et là, ce framework, qui est un framework, mondial, a cet objectif-là, récupérer les transactions, récupérer les gains et récupérer la résidence fiscale. Parce que les petits malins qui se disent: «Bah, non, mais la plateforme, elle est pas en France, je vais avoir une plateforme qui est, en Corée du Sud». Ouais, mais en fait, tu es résident fiscal français, la plateforme en Corée du Sud, soit elle va arrêter de servir les Français et je pense que ça sera le cas ou du moins les Européens, soit elle va transmettre les données. Ils ont aucun intérêt. Hong Kong, les places financières et autres, ils ont aucun intérêt à faire de la rétention. En Suisse, c'est pareil, la réglementation, elle est en train de bouger. Vous voyez? Là, vous avez la CARF 2027, c'est globalement l'Union européenne qui s'est mis en ordre de marche. Les Japonais ont suivi. 2028, vous avez la Suisse qui est en train de se mettre en place également. Canada plus les autres pays de l'OCDE. Et après 2029, vous avez les US. Mais eux, les US, c'est déjà plus ou moins standardisé. Et eux, c'est imposition sur le passeport. C'est où que vous soyez dans le monde, vous êtes américain, vous payez la taxe US. La question ne se pose pas. C'est très simple. Le Nigeria, pour ceux qui se posent des questions, pourquoi le Nigeria est en train de légiférer? Parce qu'ils ont une population qui est ultra jeune, beaucoup plus que nos populations sur le vieux continent, et qui est très adepte du BTC. Donc, ils poussent pour standardiser ça. Et après, ce qui est surprenant, effectivement, l'Inde, qui est un énorme marché, mais ça, ils sont en train ils savent pas s'ils acceptent, s'ils interdisent. C'est ça qui est fou. C'est qu'en Inde, la crypto, elle est ultra utilisée pour faire, des virements au niveau, stablecoin, mais un coup c'est interdit, un coup c'est autorisé et c'est pour ça qu'ils ont du mal à avoir un vrai cadre réglementaire parce que c'est un marché qui est démentiel, hein. C'est le pays le plus peuplé au monde, hein. Ils ont dépassé la Chine. Pour ceux qui ont du mal à voir en termes de population, c'est juste monstrueux. Et ils ont beaucoup de jeunes, et énormément de Et jeunes ils ont beaucoup de en jeunes. Inde. Ouais. Et il y a des richesses, hein. Il faut pas voir, l'Inde, il y a des endroits qui sont extrêmement pauvres, mais il y a des gens extrêmement riches aussi, hein. Parce que les marchés intérieurs sont juste démentiels. C'est vrai que nous, on a l'habitude en Europe de faire du commerce avec les US, la Chine et l'Inde, les marchés sont intérieurs, hein. Quand vous avez plus d'1 milliard de personnes dans votre pays, vous avez pas besoin d'attaquer les autres pays à côté, hein. Vous avez juste besoin de servir votre propre pays et vous il y a de quoi faire. Il y avait des questions, Valentin qui disait qu'en France, c'est plutôt 31,4 maintenant. Oui, c'est pour Alors la flat c'est tax. passé, mais parce que la CSG a changé. En fait, quand vous êtes sur les 30, vous avez CSG plus CRDS et la CSG est passée de Non, mais 17,8 c'est à
18,4, C'est que je CSG, dise pas de bêtises. CRDS et impôt sur le revenu, en fait. Après, tu as l'impôt sur le revenu et tu as la CSG. Et donc, la CSG, à la base, elle était à 12,8 et l'impôt sur le revenu, c'était 17,2. Et là, ils ont augmenté la partie Oui. CSG, CRDS. Mais c'est la même chose. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que j'ai mixé les 2, mais ça, c'est des trucs, ça me mais oui, oui, ils Valentin l'ont augmenté. qui disait aussi vendre du BTC contre de l'USDC, est-ce que c'est fiscalisé? Alors ça dépend. Si tu es en régime professionnel, oui. Si tu es en régime particulier, ce qui est le cas pour la majorité des personnes, pour l'instant, non. Mais pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'ils s'amusent à changer ça. C'est juste que pour l'instant, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la capacité technique de pouvoir tout vérifier. Le jour où ils auront ça, vous inquiétez pas, l'impôt, s'il y a un truc à aller chercher, ils le feront. En Bah, en Espagne, ils Espagne, le ils le font font déjà. déjà. C'est ça, je veux dire, en Espagne, ils le font déjà. Et pour le coup, je crois que c'est l'une des premières fois où ils nous devancent. Parce qu'en général, ça vient quand même bien de nos élites. Les mecs, ils adorent chercher des trucs comme ça pour arriver à douiller. Et là, ça m'étonne. Pour moi, ça, c'est juste une étape avant cette poussée au niveau Mika. Pour qu'en Europe, ça soit pareil de partout. Les mecs, ils vont pousser ça dans ce sens-là. Mais c'est ça, là, aujourd'hui, la niche en crypto en France, c'est tu as quand même une passerelle assez simple entre crypto, et pour l'instant, ça passe comme ça. Le jour où vraiment ils auront la capacité technique, financière, et ils sauront à peu près combien d'argent ils pourront récupérer, parce que pour l'instant, ça reste encore assez flou. Vous inquiétez pas, ils le feront, hein. Il n'y aura pas de problème, hein. La déclaration des wallets de 5000 balles, c'est un peu ça aussi, hein. C'est de savoir globalement combien les gens auront de pognon. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien d'argent. Et la taxe sur les actifs improductifs, comme par hasard, dedans, il y a la crypto, hein. Donc, c'est de se dire, OK, les gars, aujourd'hui, on met 1% sur les actifs improductifs. Tiens, il y a, je sais pas, ça va être 200 millions, j'en sais rien, je sais même pas combien il y aura de personnes qui auront investi en France, mais en termes d'argent, mais plusieurs milliards, même à mon avis, de pognon qui auront été investis en crypto. Dire, tiens, il y a un hub de 3 milliards. Sur les 3 milliards, on met une taxe sur la fortune improductive à partir de tant d'argent. S'ils se rendent compte qu'il y a un décalage entre ce qu'ils avaient estimé, parce qu'il y aura un volet déclaratif, et ce qu'ils ont eu, bah, ils rentreront un peu plus dans le détail. Et surtout, ceux qui se disent, je ne vais pas déclarer parce que il y a plein de subterfuges comme ça, hein. Le moment où vous allez vendre, si le wallet n'est pas apparu chez eux, parce que normalement, il y a un volet déclaratif, hein, comme votre plateforme ouverte ou clos à l'étranger, hein. C'est un peu le problème, c'est que si vous ne déclarez pas ça, à un moment donné, vous récupérez du pognon. La banque, à un moment donné, va le bloquer. Cet argent-là, elle va dire, il vient d'où? Ah bah, il vient de ça. Très bien, ce wallet-là, vous l'avez déclaré? Non, ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas déclaré. Très bien. Eh ben, écoutez, monsieur, avant qu'on vous rende votre pognon, alors on va regarder, on va repartir. Et puis là, ils vont Le problème, c'est s'amuser, que hein. Là, ils vont les s'amuser. envois Donc, là. c'est un peu le Ouais. problème, hein. Au-delà de vous mettre en danger aussi pour votre famille, parce que les données, je pense que vous avez vu aussi, on en avait une qui bossait dernièrement euh, au niveau des finances publiques, qui a vendu des données sur le darknet des utilisateurs. Donc, elle s'est fait payer pour vendre vos données fiscales aussi, c'est pas mal. Donc, c'est-à-dire vos données sont sécurisées, vos wallets, c'est cool, c'est cool. Là, vous allez donner vos wallets. Et puis là, demain, vos données, elles vont se retrouver sur le darknet. Le mec, il aura juste à faire un petit format sur Excel avec un tableau croisé dynamique. Hop, on va trier par montant. Hop, appliquer. Et on va regarder. Pour moi, ça risque de piquer. Et même la stratégie, c'était une question que j'avais posée. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mickaël. Je respecte énormément Éric Larchevêque pour ce qu'il a fait. Et pour moi, ce qu'il avait évoqué, notamment sur le fait de faire une désobéissance collective sur la déclaration de ses wallets. Il avait expliqué qu'il allait créer un même coin et que tout le monde allait acheter une partie de ce même coin-là qui allait être valorisé au moment de la déclaration à plus d'1 milliard. Et donc, en gros, vous allez tous avoir des déclarations éclatées au sol à plus d'1 milliard, je ne sais pas combien. Euh, ça peut poser un gros problème parce que demain, vous allez devoir expliquer à l'administration fiscale que vous avez un portefeuille à 2-3 milliards, mais c'est un même coin qui n'est pas liquide. Et donc, en fait, ce n'est pas une vraie valorisation. Donc après, on va vous dire, OK, fortune improductive sur milliards, je ne sais pas combien vous allez vous taper de trucs, plus après toutes les annuités et tous les machins. Pour revenir en arrière, je pense que c'est très, très compliqué. Et en plus de ça, les données que vous allez présenter, si demain elles se font hacker, vous êtes le premier sur le tableau croisé dynamique sur votre Excel, quoi. Donc moi, je trouve que c'est pas une bonne mesure pour le coup et que ça peut même mettre un danger, quoi. Bah, en fait, comme tu dis, je pense que l'idée de base, elle était pas mauvaise. Tu vois, de dire: «On va faire un peu de désobéissance civile». Je pense qu'en France, ça en manque un peu. Ça manque un petit peu de personnes qui ont un peu d'intelligence et qui se disent: «Non, mais là, le truc, il est complètement parti en sucette. Il faut qu'on trouve des solutions pour parer à ça». Le problème de son idée, c'est qu'elle part du principe que énormément de gens vont faire ça et que du coup, l'administration fiscale serait saturée. Mais
déjà, il y a peu de personnes qui vont faire ça. Le peu va être explosé par l'administration fiscale et du coup, ça va dissuader encore plus de personnes. Donc je comprends l'intérêt, je comprends la philosophie et autres, mais pour moi, c'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Il y a effectivement des protections, il y a des choses à faire. On en a pas mal parlé, dans l'accompagnement, mais c'est pas la bonne chose à faire. Là, tu vois, je vois la question justement de Valentin qui dit: «Quelqu'un qui possède un cold wallet, il faut le déclarer désormais? Si oui, vous savez quel CERFA en France ont retranscrit?» Alors, à l'heure actuelle, dans la réglementation actuelle, il n'est pas obligatoire de déclarer un cold wallet. Ça, c'est une chose. Ensuite, que nous, on te donne un numéro de CERFA, qu'on donne un truc, le seul moyen pour parler vraiment de fiscalité crypto, c'est d'en parler directement avec un avocat fiscaliste dont c'est le métier. D'accord? Ça, c'est des choses, c'est important. Nous, on a des contacts dans ce domaine-là qu'on donne en accès, à travers la formation ou l'accompagnement. Mais ça, c'est des choses qui sont pas, on laisse pas en libre accès comme ça de partout et on va être taxé sur des milliards virtuels. C'est déjà arrivé. Vous avez plein de cas de jurisprudence où les mecs se font défoncer sur de l'argent qu'ils ont pas. Donc il faut absolument faire attention à ça et pas jouer n'importe comment. Et puis après, une fois que vous êtes dans les tuyaux, c'est toujours pareil, hein. Si vous êtes en face de personnes qui sont compétentes, qui comprennent bien le sujet crypto et tout, il y a pas de problème. La réalité, c'est que si demain vous avez déclaré, 5 milliards de plus-value latente sur un meme coin qui n'est pas liquide, et qui veulent rien comprendre parce que vous avez beau leur expliquer: «Ouais, mais c'est un meme coin, c'est une désobéissance civile» ou ce que vous voulez ou collective, vous risquez d'aller plus loin. Parce que là, une fois que vous êtes dans les tuyaux, allez partir pour des avocats pendant 2 ans, 3 ans et si vous perdez, compliqué, hein. Donc moi ça, je comprends comme Mickaël sur le papier, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée en soi parce que, bah, on reste en France, en fait. Ça serait dans un pays qui marcherait droit et sur lesquels les mecs seraient compétents pour, mettre de l'imposition sur ça, pourquoi pas? Mais pour avoir échangé quand même avec pas mal de ces personnes, ce sujet crypto, c'est quand même très compliqué. Et surtout que ouais, il y a déjà ce problème de compréhension, en fait, de l'écosystème qui est infra-majeur et il y a une requalification possible en tant que mauvaise intention. Donc, en plus d'être dans une catégorie où potentiellement c'est un contrôle fiscal et vous pouvez arriver à négocier, là, vous partez les auditeurs partent automatiquement du fait que vous avez essayé de masquer quelque chose à l'administration en faisant de la non-déclaration parce que vous avez joué avec une crypto, ils vont pas vous louper et à partir de plus de 100 000 € en France, ça peut tomber dans du pénal, en fait. Donc est-ce que vous êtes prêt d'aller en prison parce que vous êtes amusé à échanger un jeton tout pourri, en fait? Ouais. C'est une vraie question, hein. C'est pour ça que le sujet de l'expatriation, pour le coup, pour ceux qui, pour moi, sont jeunes, n'ont pas forcément d'attache et tout, il y a un intérêt. L'Europe, dans les prochaines années, ça risque d'être compliqué, hein. Bah, Je regarde s'il y justement, a d'autres questions. Thomas, actuellement en France, est-ce qu'il faut toujours acheter du BTC ou un ETF Bitcoin? De données avec Dacuit. Dacuit, c'est pas que pour la crypto, les gars. Dacuit, c'est 250 pages, je vous l'ai montré et il y a, 200 pages qui sont sur la finance traditionnelle. Donc en fait, vos informations sur les ETF BTC seront envoyées aussi. Donc s'il y a une fuite, chez les impôts et c'est déjà arrivé encore l'année dernière, les informations, seront diffusées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux avoir du BTC sur une ledger bien protégée, que personne ne le sache, que ça soit bien verrouillé, que de faire plein de transactions, vers des ETF BTC. C'est pareil, après, c'est pas une chose, c'est un sujet dont on a parlé en profondeur dans l'accompagnement parce qu'on est obligé, il y a plusieurs étapes, ça dépend du portefeuille que vous avez. Vous avez, je sais pas, 0,1 BTC. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas une cible prioritaire. Vous avez 100-200 BTC. Oui, bien sûr, on se pose la question des ETF Bitcoin. Et c'est pareil, en France, à l'heure actuelle, c'est pas des ETF BTC. Il y a pas d'ETF spot BTC. C'est des ETN, c'est des ETP, mais il y a pas d'ETF spot BTC comme on peut avoir chez BlackRock, ou, je sais pas, chez Vanguard ou autre. Réglementation. Donc voilà, c'est de la réglementation. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un risque et ce risque de contrepartie, il est présent. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Mais, personnellement, en dessous d'un certain seuil, il y a des choses à mettre en place, il y a des sécurités à mettre en place, il y a des time locks à mettre en place qui permettent de vous protéger et surtout d'avoir le temps de pouvoir, vous en sortir.